Super. Cher public, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette table ronde. J'ai aujourd'hui 3 invités avec moi. On va parler d'un thème un petit peu spécial, mais riche dans l'histoire aussi du canton de Fribourg et de la culture. C'est dans le cadre de Culture Ensemble qu'on fait tout ça, qu'on présente un peu cette table ronde. On s'intéresse pour ça à tout ce qui se fait, la richesse vraiment et la diversité de tout ce qu'on peut trouver dans ce canton. Et aujourd'hui, on va traiter un peu plus spécialement des fanfares. C'est une thématique qui me tenait à cœur de traiter. C'est un sujet que moi-même, personnellement, je connais pas forcément bien, mais il y a quand même une longévité, une richesse dans cette histoire-là que j'avais envie de creuser. Et puis, c'est bien sûr quelque chose qui, dans la vie de toute notre région, est aussi essentiel. Et du coup, pour ce sujet, aujourd'hui avec moi, j'accueille 3 personnes. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Vous êtes vraiment les personnes un peu spécialistes, j'ai l'impression, de ce domaine. Et je suis très content de pouvoir vous réunir les 3 aujourd'hui pour tout ça. On commence par Michel Charrière, bonjour. Bonjour. Spécialiste un petit peu de la question historique des fanfares, qui a beaucoup traité ce sujet. Merci d'avoir fait le déplacement. Laurence Guénat, la présidente, bonjour, la présidente de la Société cantonale des musiques fribourgeoises. Et pour finir, Fabien Gavillet, bonjour. Bonjour. Qui est lui président de l'association fribourgeoise des jeunes musiciens. C'est juste magnifique, voilà. Ouais, toujours l'ordre qui est un petit peu complexe, mais on y arrive. Donc voilà, une thématique qui, vous est beaucoup plus connue, étant donné que vous êtes dans le domaine, vous avez vraiment tout un historique, un bagage par rapport à tout ça. La première chose sur laquelle je voulais venir, c'est un petit peu vous demander un petit peu votre perspective par rapport à ça. Les fanfares, c'est quelque chose qui est historique, qui est là depuis longtemps. D'où vient cette longévité? Comment est-ce que ça se fait que c'est quelque chose qui a su tenir à travers le temps, à travers les âges? Qu'est-ce qui fait aussi aujourd'hui une fanfare pour vous aujourd'hui? Donc une question un peu générale, mais simplement prendre votre perspective sur la richesse aussi un petit peu de ce domaine-là pour commencer. Je ne sais pas si Laurence, tu aimerais prendre la parole, commencer. C'est très vaste comme question. Elle est vaste, mais peut-être simplement... Voilà. La longévité, c'est grâce à la relève pour laquelle on travaille avec acharnement, j'ai envie de dire, au sein des fanfares, parce que sans relève, on n'en serait pas là. Et puis c'est vraiment sur ça que les fanfares axent principalement, je dirais, pour assurer cette longévité. C'est vraiment la relève. Pour moi, c'est ça. Super. Grosse question, réponse courte. Mais oui, très mais bonne, parce que après, je risque de... Non, c'est très bien. Dans la relève, après, on pourrait partir encore plus loin, mais... Mais on y reviendra. Peut-être qu'on y revient à la relève, et puis je pourrais développer plus la relève, en quoi ça consiste. Avec plaisir. Mais c'est grâce à la relève si nos fanfares perdurent, on va dire. Super, merci. Fabien? Oui, et puis je pense qu'il y a aussi ce rattachement à la vie associative, locale. Surtout ces dernières années, j'ai l'impression que c'est revenu un peu en arrière. À un moment, même les jeunes, ils partaient un peu dans les villes plus loin, et puis maintenant ils reviennent un peu à ce rattachement aux traditions. Et puis justement, les fanfares villageoises font partie des traditions fribourgeoises. Puis en tout cas, moi je ressens ce retour un peu aux sources, aux traditions, qui revient petit à petit. Ouais. Ce besoin de se sentir dans un groupe. Donc voilà, je pense que ça fait aussi beaucoup. Oui, cette cohésion. Je peux compléter, parce que c'est juste ce que tu dis, et j'approuve totalement. En parlant de longévité, c'est aussi la longévité des musiciens, parce qu'on a des musiciens qui restent en fait. Les fanfares, l'avantage, c'est qu'on peut en faire partie de 10 à 99 ans, ou 100. mais c'est un peu les seuls, le seul domaine qui peut regrouper autant de différences d'âge, finalement, c'est intergénérationnel qui est très riche, justement. Et puis, le fait que les musiciens restent dans leur société. Et puis, c'est un tout. On parle de la relève, mais on parle aussi des musiciens actifs qui continuent. Puis de 99 ans, quoi. C'est comme les boîtes de Lego. Voilà, oui. Alors, voilà. Je ne connais pas de musiciens qui ont 99 ans, mais... On approche, mais ça... Donc voilà, les traditions, ça, je pense que c'est bien ça. Et puis, c'est le fait de jouer ensemble et d'avoir tous ces âges. Voilà. Super. Michel, un complément aussi à ces réponses? J'ajouterais comme complément, ça ne change rien aux propos qui ont été tenus, c'est que l'histoire des fanfares individuellement
ce n'est pas une ligne droite. Il y a des hauts et des bas, des fois des bas terriblement bas, et quelques-unes de ces fanfares ont connu plusieurs étapes. J'en connais une un peu mieux que les autres, puisque c'est mon grand-père qui a été refondateur. Corpato, fin 19e siècle, il y a une sorte d'engouement modeste parce qu'il y a quelques fêtes. Et ben, tiens, on fait aussi une fanfare chez nous, surtout si le village voisin en a une, on n'est quand même pas resté en retrait. Et ce qui passait très mal à l'époque, donc on est fin 19e, c'est pas tellement la fête, c'est le rapport du jury. Ça pouvait complètement jeter le désarroi, un esprit négatif dans une fanfare au point de la faire cesser son activité. Ou alors des tensions internes qui peuvent exister aussi, où la Première Guerre mondiale et ce qu'on appelle la crise de reconversion a eu, contrairement à la Deuxième Guerre mondiale, cette guerre, la première, a eu un effet très dislocateur. Période de service actif, dureté du temps, appauvrissement, hausse des prix, les salaires ne suivent pas, et ça a provoqué la dislocation momentanée et parfois un peu durable de plusieurs ensembles. À l'inverse, la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on y a été sensible, les autorités fédérales, cantonales, culturelles, politiques ou autres, ont été sensibles à ça. Elles ont beaucoup travaillé la solidarité, la cohésion. Il y a, je dirais, s'il fallait résumer, 2 personnes qui résument parfaitement ça. J'appartiens encore à la génération qui se souvient, non pas de la guerre, mais de ceux qui l'avaient vécu, c'est le général Guisan. On avait sa photo dans la salle de classe, intouchable, et puis le plan Wallen. On ne savait pas trop qui était Friedrich Traugott-Wallen, mais il s'appelait plan Wallen, le monsieur. Et ça avait été très fort. Au-delà de tout résultat concret, on y avait participé et les fanfares ont bénéficié de ce resserrement. Puis après, il y a des hauts et des bas. Évidemment qu'une fête un peu moins réussie peut semer un peu le trouble dans les rangs, mais je suis étonné, comme observateur, à quel point elle résiste maintenant, que ce soit les girons, les cantonales. Si on va à une fédérale, c'est qu'on est quand même plutôt bien préparé, mais peut-être que tout ne se passe pas comme prévu, eh bien les fanfares résistent à ça. Peut-être pas le directeur, mais la fanfare, elle résiste. Très bien, merci. Ouais. Et pour revenir là-dessus un petit peu, pour parler peut-être de l'actualité aussi, parce que bien sûr qu'il y a eu des défis qui sont venus à travers le temps, on y reviendra aussi, je pense. Est-ce que Laurence, tu peux nous éclairer un petit peu sur, toi qui es justement présidente de cette société des fanfares, les principaux défis organisationnels d'une fanfare aujourd'hui? Je parle aussi, je sais que peut-être qu'avec le Covid, ça a dû être aussi une période charnière pour les fanfares. C'est quoi les défis fondamentaux? Financement, bénévolat, renouvellement aussi des membres. Enfin, est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur les difficultés que toi, ou bien peut-être les personnes qui sont au comité de fanfare pourraient rencontrer aujourd'hui? Le gros défi, c'est de trouver des fonds pour faire vivre cette fanfare. Parce qu'il faut savoir qu'une fanfare, ça coûte, que ce soit en termes de relève et de formation, des instruments, des partitions, des uniformes, un directeur. Donc, elles ont quand même des budgets par année assez conséquents. Et puis, le gros défi, c'est de trouver les fonds pour pouvoir pallier à tous ces frais. Et je pense que chacune s'active de la meilleure manière qu'elle soit, ou comme elle peut en tout cas, pour trouver l'argent nécessaire à son bon fonctionnement. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu pour les personnes qui ne sont pas forcément dedans, à quel point les membres jouent un rôle aussi de financement de ces organisations? Qu'est-ce qui est pris en charge un petit peu par l'organisation, par l'association, et qu'est-ce qui est pris en charge par les personnes qui jouent?
Alors, là aussi, il n'y a pas de règle établie, c'est que chaque société a son fonctionnement par rapport à ça. Ça dépend du financement, quoi. Voilà, par rapport au financement, en tout cas, dans certaines sociétés, les membres payent une cotisation pour faire partie de la fanfare. Je ne sais même pas le montant parce que voilà, c'est propre à chaque organisation. Certaines fanfares vont demander une location pour les instruments. Certains membres ont leur instrument privé. Certaines sociétés mettent tout à disposition. Au niveau des uniformes aussi, des fois peut-être qu'ils vont demander quelque chose. Voilà. Donc, ouais, ça, il n'y a pas de règlement par rapport à ça. Chacun fonctionne comme il veut. Mais les membres, après, ben, ils sont aussi responsables de trouver, enfin d'aider à trouver des fonds, alors que ce soit en organisant une fête, un giron ou autre, ou des lotos, ou enfin voilà, les choses traditionnelles, et une vente diverse pour aider aussi la société à contribuer d'une manière ou d'une autre, même si on ne leur demande pas de sortir de leur porte-monnaie directement. Bien sûr. Mais ça, je pense que c'est quand même bien dans les mœurs. Et puis, on sait quand on est membre d'une société, mais quelle qu'elle soit, on doit aussi travailler pour la société. On ne vient pas que pour se faire plaisir. Et voilà. Et là, j'ajouterais que ça a quand même changé. Bah, c'est la question que j'allais te poser. Hein. Si je me souviens de mes plus vieux souvenirs, qui ont 50, 60 ans, je me souviens du directeur de la fanfare de Belfaux, M. Berchi, qui gagnait quelque chose comme 1000 francs par année. C'est un autre monde. Hein. Et c'est lui qui offrait les partitions, il en avait pour le double. Ah oui. Il trouvait que, voilà, il était instituteur, trouvait que c'était sa mission, puis il avait tellement de plaisir à diriger, c'était même pas un sujet de conversation. Non, mais tu te rends compte, en plus, c'est moi qui, jamais. Dans ce sens-là, il y a quelque chose de positif, c'est que les directeurs, je ne sais pas combien vaut tout le travail qu'ils font, mais il est enfin financièrement reconnu. Je donne un exemple, la Concordia a eu pendant longtemps un directeur qui était prof de violon, M. Stöcklin. Les temps étaient durs, les années 30 ont été terribles financièrement pour les fanfares, parce que les subventions, si elles existaient, ben, elles étaient remises en cause. Il fallait quand même payer partitions, instruments, même de mauvaise qualité, il fallait les acheter quand même. Le comité de la Concordia, incorporé, comme on disait, se déplace auprès de M. Stöcklin, sonne à sa porte et lui promet qu'il va être payé, mais cette année, ça ne va pas être possible. Et il ne triche pas, les caisses sont vides. Et ce n'est pas les seules. Hein. Dans ce sens-là, maintenant, un directeur est au moins reconnu dans ce qu'il fait. Ah, ça file. J'arrive à le raccrocher. Ou bien est-ce que je le passe dedans? Elle a pas scellé encore, ouais. Merci. Non, non. Ouais, il clique trop bien celui-là. Moi, je peux passer le câble par dedans. Parce que je bouge, c'est peut-être ça. Ouais, on fera attention. Tandis que d'autres choses, on est en Suisse. En Suisse, les partitions sont chères. Étant entendu qu'évidemment, personne ne photocopie. Les instruments sont chers. J'ai vécu l'époque des achats, des premiers achats d'instruments. Les trombones achetaient à Bach, les tubas c'était Hirschbrunner, à Zumiswald, les baissons évidemment, anglais, pas les baissons de Paris. C'est cher depuis longtemps. Ce qui veut dire que et pour le jeune musicien que j'étais dans les années 60, il y avait une incompréhension. On parlait toute l'année, il faudrait acheter 3 cornets, Puis après, j'entendais l'Assemblée générale, le bilan par le comptable, uniforme, 1 franc, instrument, 1 franc. Puis moi, je me dis, bon, ça vaut rien ces machins, de quoi ils se plaignent. Mais c'est vrai que des uniformes, quand ils sont historiques, c'est une fortune. D'où le fait que, par exemple, à Concordia, il y a renoncé. C'est plus possible de trouver 150, 200 000 francs pour autant en plus qu'on trouve un tailleur. Oui, c'est aussi un problème. C'est pas évident. Je laisse de côté le modèle qui conviendra, etc. Oui. C'est pas simple. Pendant longtemps,
un certain nombre de fanfares avaient par exemple des uniformes taillés dans les tissus de la Première Guerre mondiale. Ça coûtait bien quelque chose, mais c'était rien. Parce que l'armée se débarrassait de ces kilomètres carrés de tissu, et beaucoup de fanfares se sont équipés comme ça. C'est fini, même un complet, cravate, casquette, il y a un petit côté uniforme, ça se paye. Un bredson, ben, en dessous de 1000 francs, on ne le trouve pas. À moins de jouer dans plusieurs fanfares, comme un de mes amis. Une fanfare coûte cher et ce n'est pas de sa faute. Non. Et certains aspects, on comprend que le directeur bénévole, il n'y a plus de raison. Heureusement, j'ai envie de dire. Oui, oui. Si je peux poser une question complémentaire par rapport à ce financement, qui finance du coup les fanfares? Est-ce que ça se joue au niveau cantonal, au niveau communal? Est-ce que les régions ont aussi un rôle à jouer? Est-ce que les privés mettent aussi un petit peu de l'argent, sortent ça de leur poche? Et puis, peut-être, Laurence, tu peux nous expliquer un peu le rôle de la cantonale aussi par rapport à cette question-là. Alors, la cantonale n'est pas une banque. C'est pas la banque cantonale. Non, bien sûr. Non. Alors, nous, effectivement, on finance pas du tout, on participe pas au financement des fanfares, on peut juste pas. Mais une société, elle va peut-être pouvoir bénéficier d'un soutien communal ou paroissial, parce que beaucoup de sociétés s'appellent aussi fanfares paroissiales. Et ce n'est pas pour rien. Donc je sais que dans certains villages ou certaines communes, les paroisses soutiennent aussi les sociétés. Elles vont, comme on disait tout à l'heure, faire des ventes pour trouver ces fonds. Elles vont avoir peut-être des membres d'honneur, comme elles les appellent, qui vont aussi les soutenir. Et il y aura peut-être des membres amis. Enfin, chaque société a un peu son organisation pour trouver des fonds. Mais il n'y a pas de soutien Non, il n'y a pas de spécial, soutien officiel, en tout cas pas. Il n'y a pas de régularité dans ces questions-là aussi du financement. Non. Bien sûr. Et puis d'un village à l'autre, ça change. Même deux villages l'un à côté de l'autre, ils ont des financements complètement différents. Complètement, oui. Ça, je pense. Ça, c'est au bon vouloir des communes. Parce que si une société peut peut-être espérer un soutien, ce sera de la part de la commune, mais alors là, c'est vraiment très aléatoire. Il y a des communes qui vont bien soutenir leur société, mais de manière générale, leur avec S, et puis d'autres pas, et puis voilà. C'est vraiment de l'autofinancement. On se débrouille pour trouver des fonds, et c'est pas pour rien qu'on fait ces fêtes des musiques qui sont justement dans la perspective de faire perdurer la société financièrement. Des fois, les gens disent « Ouais, ils ont fait tant de bénéfices, c'est astronomique. » Non, mais c'est juste pour faire vivre la société sur 15 ans. Et ça, c'est important de l'expliquer parce que déjà, on ne part pas en vacances avec cet argent, parce qu'on a été comparé maintenant moins, mais pendant bien quelques temps avec les Girons de jeunesse qui amassaient aussi un joli bénéfice et qui, eux, partaient en vacances. Mais tant mieux, ils le méritaient, ils ont fait une super fête, et puis c'est des jeunes. Et puis c'est aussi du boulot. C'est aussi un énorme boulot. Mais après, du coup, ça péjorait un petit peu l'image des sociétés de musique, parce que, vous faites ces fêtes des musiques pour ramasser, faire un monstre bénéfice, mais puis après, vous faites quoi? Justement, on va payer nos directeurs, on va acheter des instruments, on va former des jeunes, on va payer nos uniformes, on a une bannière à payer. Et voilà, des fois, peut-être qu'on ne sait pas non plus se vendre, de dire, ah oui, mais si on fait cette fête, c'est justement pour pouvoir ensuite pallier à tous ces frais qu'on a. Oui, bien sûr. Et puis les concerts qu'on donne, soit à domicile, soit à l'extérieur, la fanfare est invitée. Si ça couvre les frais, c'est déjà pas mal. Ouais, il ne faut pas viser que là-dessus. Une fanfare de 60, 70 ou 60 musiciens, 2 quarts, 2 chauffeurs, un certain nombre d'heures, donc une facture. Évidemment, de la part des musiciens, c'est du bénévolat absolu. Puis, il n'a jamais été question d'autre chose. Non. Mais c'est vite des frais. Et puis, l'argent, on a beau être en campagne, ne se trouve pas sous le sabot des chevaux. La recherche de fonds, si je suis conseiller communal, il y a 5 associations dans mon village, qu'est-ce que je fais? Je module en fonction de ces frais, ou bien je dis tout le monde 500 francs.
Si je dis tout le monde 500 francs, ils seront à peu près tous pas contents. Si je module en fonction du budget, ils ne seront pas contents non plus. Donc, je dois gérer des mécontentements et surtout expliquer pourquoi le conseil communal a choisi une solution plutôt qu'une autre. On voit ça, j'habite maintenant la commune de Courtepin où il y a beaucoup d'activités associatives mais ponctuelles. Une organisation bénévole organise un parcours à la découverte de la forêt. La commune donne une aide, mais est-ce qu'elle va donner la même aide qu'à la fanfare L'Avenir, qu'au chœur de Barbrèche, puisque maintenant le chœur fait partie de la commune, c'est compliqué. Bien sûr. Donc tout le monde a besoin de cette aide, alors ça c'est sûr, tout le monde aurait besoin d'une aide beaucoup plus importante, mais ce n'est pas possible. C'est ça un peu. J'ai l'impression que dès que ça touche au niveau plus communal qu'autre chose, c'est financement culturel. Et puis il faut recommencer chaque année. Après, faut tomber dans la bonne. Pas forcément que financièrement, mais aussi au niveau matériel. Souvent, elles mettent à disposition un local de répétition, parce qu'on a quand même besoin d'un local de répétition. Oui. Elles mettront peut-être la salle où on va faire notre concert annuel gratuitement. Enfin, moi, je trouve que enfin, si je me réfère là où je joue, des fois, des fois, les musiciens ont tendance à critiquer la commune et dire « ouais, on n'a pas assez de soutien de la part de la commune ». Mais si on relève tout le soutien matériel qu'on a, ça vaut de l'or, quoi. Et puis ça, moi, j'aimerais des fois que les communes chiffrent aussi ça. Ouais. Et parce que si on devait payer à chaque fois qu'on va au local de répétition, qui est en plus un local privé pour la fanfare, il n'y a personne d'autre qui y vient, on peut laisser notre bordel, j'ai envie de dire, des fois. Elle nous donne toutes les salles de la commune sont gratuites pour les sociétés, pas seulement pour la fanfare. Et si on chiffre tout ça à la fin de l'année, je pense quand même que ça fait une jolie subvention qu'ils nous donneraient, quoi. Donc, ouais, des fois on oublie un petit peu ça. Bien sûr. Le fait que le lieu existe. Oui, aussi. Oui. En ville de Fribourg, chercher un local de répétition, on peut chercher longtemps. Oui, hein. Oui. Ouais. Pour revenir un petit peu sur un autre point, alors j'aimerais beaucoup discuter de cette question de la relève dont on discutait avant, de la formation, mais avant ça, je voulais faire un petit crochet pour revenir un peu sur le passé et te poser une question un peu, Michel, par rapport à cette histoire des fanfares. On a parlé de la bannière avant, qui est aussi un des comment dire, voilà, qui fait partie de la société, qui est aussi une emblème, qui vient un peu de cette tradition et puis de cette origine plus ou moins militaire des fanfares. Mais est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur ces origines-là ? Est-ce que toutes les fanfares ont des traditions militaires d'origine ou bien d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce qu'on vient et puis un petit peu par rapport à ça, comment est-ce que ça a évolué aussi ? Alors, l'origine militaire est importante à plusieurs titres. D'abord, quelques ensembles qui remontent au début du 19e sont réellement dans la continuité d'une structure militaire. La Landwehr Fribourg est dans la continuité de la musique des corps francs, par exemple. Quantitativement plus important, c'est les trompettes militaires qui ont joué un grand rôle comme fondateurs et comme ossature et même comme directeurs de fanfare. Et à l'inverse, si je prends dans un village, être trompette militaire, c'était quelque chose. Savoir réussi l'examen, c'était être capable de satisfaire un certain nombre d'exigences musicales, militaires aussi, mais d'abord musicales, jouer, découverte d'un répertoire, etc. Ces trompettes militaires ont vraiment joué un grand rôle comme fondateurs, comme cadres, moins souvent, mais quand même aussi comme musiciens. Alors évidemment, s'ils étaient sous-officiers, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'officiers à la musique militaire, s'ils étaient caporal trompette, sergent trompette, ils dirigeaient la fanfare, c'était évident. Il y a l'influence aussi dans le fait d'avoir une bannière, de se reconnaître dans une bannière. Si vous allez à Berne maintenant, il y a cette grande exposition à l'Historisches Museum sur la bataille de Morat. Comment je peux savoir que Fribourg y est ? Je recherche s'il y a la bannière fribourgeoise. C'est comme ça qu'on se repérait à l'époque. D'où surprise, la bannière fribourgeoise qui aurait dû être du côté du Téméraire, elle est du côté des cantons suisses. La bannière de Gruyère qui aurait dû être du côté du Téméraire, elle est du côté des cantons suisses. C'est vraiment un fort objet de reconnaissance. Il y a l'uniforme
qui n'est pas forcément militaire, mais qui fait que chaque musicien, on n'imagine pas, sauf aux répétitions, une fanfare où chacun vient habillé comme il veut. C'est pas un sujet de conversation. Donc il y a l'uniforme. Ensuite, il y a les marches qui ont été pendant pas mal de décennies plus importantes dans le répertoire qu'aujourd'hui, mais qui n'ont pas disparu. Et puis, qui dit marche, dit évidemment concours de marche. On écoute la fanfare, mais on la regarde, l'alignement, les diagonales, etc. Ça, c'est l'influence de l'armée. Et ce n'est pas l'armée qui a dit aux musiciens comment faire, c'est les musiciens qui ont dit on fait comme. C'est leur décision à eux. Les seuls qui ont d'emblée refusé un peu ça, c'était, j'ai parti jouer dans deux, c'était les brass bands. Je vois encore l'un de ces brass bands à la fête cantonale à Marly. Pas de baguette direction pour le concours de marche, un tournevis. J'en parle, mais sur le moment, ça avait été un grand scandale. Et quand je jouais dans cet ensemble, Euphonia, il était hors de question de participer à une fête. On jouait des marches, mais des marches de concert, de compositeurs anglais. Même chose au BBF. Après, ils s'y sont faits ou pas, c'est leur choix. Mais c'était vraiment sortir de ce cadre, non pas par antimilitarisme, mais je me souviens de mon professeur de musique au conservatoire, Philippe-Jules Godard, qui me disait « Écoute Michel, toi tu es jeune, alors ce cortège il est lent, fais semblant de jouer. Puis tu joues la dernière marche. Alors celle-ci tu y vas de bon cœur, puis tu écouteras, ils diront « Mais ce jeune, quel pince il a !» Parce qu'il était évident pour les musiciens, et plus encore les professionnels, on joue sur un sol un peu irrégulier, on a un pied qui fait un pas comme ça, on se tape l'embouchure, c'est une carrière qui peut être fichue. Donc le musicien professionnel ne vient pas en principe à la fanfare militaire. Donc les brass bands ont eu un peu ce côté-là, on se ménage. On comprend bien quand c'est le petit bugle en mi bémol, c'est trop délicat pour prendre des risques. Après, il y a un paradoxe qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même dans le canton de Fribourg quelques cliques de fifres et tambours. C'est eux les véritables héritiers des fanfares de l'Ancien Régime. Si je suis en 1750 et je dis fanfare, c'est fifres et tambours. D'où le fait, ça a laissé une trace dans la langue française. Les soldats qui avaient tous une immense carabine qu'on chargeait par le canon avancent en rang. Derrière, la fanfare bat le tambour et joue la marche, une marche à deux temps, pour que les soldats avancent au pas, puis mettent genoux à terre, un rang tire, passe derrière, les autres qui ont chargé, etc. Et la fanfare est derrière. Dans la langue française, on a gardé l'expression « sale coup pour la fanfare ». C'est quand un boulet de canon passait par-dessus les troupes et finissait derrière, les soldats disaient « sale coup pour la fanfare ». Les mœurs ont changé, mais eux, c'est vraiment les héritiers des toutes anciennes fanfares militaires. Mais il n'y a aucune solution de continuité, c'est des créations relativement récentes, disons, de quelques décennies ou plus. Les autres ont, et c'était très fort pendant longtemps, cet attachement à la marche, au concours de marche, à l'uniforme, reste en tout cas l'attachement au drapeau. Je compléterai, disons, ça va changer parce que, par exemple, dans le Giron de la Sarine, moi je dirige une société de la Sarine et puis ils ont fait l'année passée un sondage sur le concours de marche parce qu'il y avait la discussion, est-ce qu'on garde le concours de marche ou pas? Et puis, donc ils ont sondé les musiciens et les sociétés et le retour a été fait. Alors j'ai là, je ne sais pas si je peux montrer, mais au final, au niveau des musiciens, il y a 80% qui veulent que le concours de marche reste. Alors, et puis pourtant, il y a des jeunes, tout ça. Et puis au niveau des sociétés de musique, il y en a, toutes les sociétés ont voulu. Enfin, si on réunit le résultat par société, il y a 18 pour et 0 contre l'abolition du concours de marche. Donc ça montre cet attachement, comme vous dites,
même auprès des jeunes, moi je vois dans la société que je dirige la fanfare de l'Écho du Lac de Ressens, les jeunes, ils aiment aussi jouer quelques marches, naturellement pas que des marches, mais quand on a même le concours de marche, Ça fait partie, ça en leur fait. Ouais, Ah, puis c'est là qu'il y a c'est le la plus de culture. spectateurs. Oui, Exactement. aussi. C'est là que la Oui. fanfare se montre devant Ouais. le plus de monde. Oui. De plus que la musique aussi, Ouais. j'imagine, hein, qu'il y a un côté très spectaculaire aussi à ces Il y a de la marches. fierté pour les Voilà, musiciens. ouais. Moi, je trouve Ouais. quand on est en marche, Ouais. c'est quand même un joli moment. Ouais, ouais. C'est ce que je dis toujours aussi, c'est la carte de visite de la société. Oui, Parce ça que aussi. quand on fait le concours en salle, alors c'est très bien le concours en salle, mais le public qui est là, c'est un public d'experts un Ouais. peu. Par Ouais. contre, le concours de marche ou le cortège du dimanche après-midi d'un giron, le public qui est là, c'est des gens, des non-pros, et puis c'est là c'est la première fois et peut-être l'unique fois qu'ils vont voir cette société. Donc c'est vraiment la carte de visite. Si je peux revenir aussi vers toi, Fabien, avec une question pour compléter un petit peu aussi par rapport à cette histoire. Donc, ce côté militaire un peu traditionnel de la fanfare, j'imagine que c'est pas forcément ce qui amène aussi un jeune public à pratiquer puis à rentrer dans une fanfare. Alors, où situe l'attractivité aussi pour les jeunes, pour la relève, comme on dit, à rentrer dans ces sociétés? Qu'est-ce qui les intéresse? Alors ça, c'était une grosse question qu'on s'est posée il y a 3-4 ans en arrière. Justement, là, de nous, là, on a fait en collaboration avec la Société cantonale des musiques fribourgeoises et puis la FGM, en fait, un sondage, carrément même un rapport scientifique sur l'insertion des jeunes dans les ensembles. Puis on a sondé tous les jeunes fribourgeois, les jeunes musiciens fribourgeois, pourquoi ils faisaient partie d'une société de musique. Et puis ce qui est ressorti au final, justement, c'est surtout l'aspect associatif. C'est le fait d'être ensemble. Et puis, justement, c'est ça qui fait qu'un jeune va rejoindre un corps de cadet et va continuer par la suite. C'est vraiment le fait de pouvoir de jouer ensemble. Et ça, c'est aussi une discussion qu'on a aussi avec le conservatoire ou avec la société cantonale. Les corps de cadet, c'est très, très important pour les jeunes. Parce que le jeune qui va jouer, s'il joue 5 ans tout seul chez lui, il va arrêter. Par contre, justement, le fait d'avoir des corps de cadets, c'est un peu notre rôle aussi à l'Association fribourgeoise des jeunes musiciens, de vraiment promouvoir ces ensembles de jeunes, et des fêtes aussi pour les jeunes. On a eu en 2024 la fête cantonale des jeunes musiciens à Corpato. Et là, c'était impressionnant de voir le sourire sur le visage des jeunes. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment... On a remarqué avec cette étude que ce qui ressort en premier, c'est vraiment l'aspect social en premier. Ce n'est pas obligatoirement la qualité musicale, même si c'est quand même important, mais l'objectif d'un jeune, ce n'est pas de rentrer dans une fanfare d'excellence aux premières catégories, c'est simplement de jouer ensemble avec des amis, des copains. Est-ce que c'est aussi un peu pour ces personnes-là une sorte d'école de vie? Est-ce qu'il y a aussi Oui. de l'autre côté un côté formateur, un côté éducatif aussi de Voilà, la exactement. société? Le fait d'être ensemble, puis justement, après de faire des sorties aussi, et puis justement, il y a dans les ensembles de jeunes, il y a des comités où les jeunes peuvent rejoindre ce comité, même les comités des sociétés d'adultes. Moi, je vois dans mon comité cantonal des jeunes musiciens, la moyenne d'âge, elle est de 28 ans. Là, on est en train d'engager une jeune qui va rejoindre le comité cantonal qui a 18 ans. Et moi, je les accepte volontiers parce qu'au final, c'est l'avenir. Et puis, s'ils ont envie de prendre des responsabilités, donnons-leur la chance d'avoir des responsabilités. Moi, j'ai eu cette expérience au tout début, quand j'ai voulu rejoindre le comité de ma fanfare. Au début, ils m'ont dit « Ouais, mais t'es trop jeune », ou bien quand il y a des fêtes « Ouais, mais t'es trop jeune ». Et puis non. Alors, après, il faut bien évaluer, mais on peut très bien le faire rentrer dans un comité et puis l'entourer. C'est comme dans une fanfare. Les principes, là, c'est ce qui est ressorti, des principes de parrain. Et puis comme ça, le jeune, ils se sont concernés, ils se sont impliqués. Et puis avec ça, comme ils se sont impliqués, justement, ils se donnent encore plus. Parce que quand vous parlez d'insertion, il y a l'insertion du fait d'être membre, mais il y a l'insertion dans les responsabilités. Aussi. Exactement. Et encore une fois, ça a toujours été le cas, le mélange des âges, c'est un lieu dans lequel un jeune du village ou de la ville peut rencontrer 1-2 fois par semaine des adultes de tous les âges. Et puis aussi, c'est évident maintenant, ça l'était moins, de toutes les conditions. Aussi. Je peux avoir le contremaître de telle entreprise, un directeur de banque. Quand je jouais
au BBF ou dans j'étais prof, hein, j'avais des élèves et c'était très curieux. À la fanfare, on se tutoyait, mais dès qu'on arrivait à l'école, chacun retrouvait son rôle. Quand on est jeune, j'ai adhéré à la Concordia à 15 ans, très rapidement, parce que je fais du conservatoire, à la commission de musique. Et parce qu'il faut que les jeunes, il faut pas seulement dire place aux jeunes, il faut le faire. Il faut le faire. Puis après, on apprend la vie de société, on apprend à écouter, on apprend à prendre la parole. C'est très formateur. On peut le faire dans d'autres associations, mais les fanfares ont cette particularité de l'éventail des âges et des métiers, conditions sociales. C'est peut-être un peu des métiers. Qui se mélange aussi de différents âges. Est-ce que ça a toujours été autant inclusif? J'imagine que ce n'était pas forcément le cas toujours. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau aussi ou bien pas forcément? Non, enfin, en 1920, si j'adhère à la fanfare de Corpato, il n'y aura que des paysans. Et des hommes. Et des hommes. Mon grand-père, qui était l'un des refondateurs de la fanfare de Corpato, de la lyre paroissiale de Corpato dans les années 30, les premiers statuts, c'est un petit cahier un peu plus grand que ces cartes-là, tout appartient enfin, la fanfare achète tout, mais tout appartient à la paroisse. Si jamais elle cesse son activité, tout revient gratuitement à la paroisse. Elle n'a pas le droit de jouer à des fêtes profanes, le curé surveille tout. Puis fin des statuts, ces statuts ont été lus et approuvés, etc., par les sous-signés et en italique, tous paysans. Première signature, Arthur Mauvais, curé. Deuxième signature, Louis Barra, chauffeur. C'était les deux seuls non-paysans à ce moment-là. Alors évidemment qu'en ville, l'éventail des métiers est plus grand. Il peut y avoir un prof, il peut y avoir un fonctionnaire, un employé de bureau, de quelque rang que ce soit. Dans les villages, c'était lié à la structure sociale du village. Et j'imagine que dans le reste de ces sociétés aussi un peu locales, ça s'est aussi ouvert aux femmes, aussi beaucoup plus tard, dans les années 60. Milieu des années 60, à la fanfare des Cuviences, première trompettiste, Marianne Chenot. Et puis, à la Concordia de Fribourg, c'est par les cadets. Il y avait les jeunes, pendant longtemps, c'était par les familles. Hein. Papa, grand-papa joue, le garçon va jouer. C'est bien pour le renouvellement de l'effectif, puis ça ne permet pas à papa d'avoir un œil sur ce que fait le jeune dans ses loisirs. Mais ça ne suffisait plus. L'éventail du recrutement était trop étroit. Donc, comment faire? Alors, une fanfare de cadets autour du Berchi et de quelques-uns, on a fondé cette fanfare de cadets, et après coup, on s'est reposé. Tiens, on n'a pas parlé des filles. C'était évident. Et la première musicienne, la première volée de musiciennes qui est devenue concordienne, c'était ma sœur Jacqueline qui jouait de la clarinette. Ça n'a pas été un débat. Assemblée générale, je vous propose l'admission de Jacqueline Charrière, elles étaient deux, tout le monde a levé la main. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas eu, c'était évident, dès le moment où ça avait été évident au cadet. Puis après, bien évidemment. Alors la seule chose qui était un peu genrée, pour prendre un verbe actuel, évidemment que si c'est une fille, elle a le choix entre la flûte et la clarinette. Si vraiment elle veut, elle peut jouer du saxophone, mais du saxophone alto. Puis après, ça s'est complètement ouvert. Il y a eu ce petit moment où l'aînée jouait la clarinette, la plus jeune jouait de la flûte. Ça pouvait tout à fait convenir, hein. Mais c'était évident. Tandis qu'un garçon lance une trompette. Ça, c'était clair aussi. Ouais. On a même l'exemple dans la glane ou la fanfare d'Urcy où au tout début, les filles, c'était les majorettes. Oui. Oui. Il y avait une corde majorette, c'était plutôt les filles, elles allaient aux majorettes.
Puis après, ça a très vite évolué. Mais... Les garçons, ils hésitent à monter leur cuisse. Voilà, c'était ça. Par au faute. Non, je vois et enfin, je pense qu'il y a une évolution aussi des attentes de la part des jeunes par rapport à ça. Peut-être que Fabien, tu peux nous en toucher un mot. Et une autre question par rapport à ça aussi, c'est au final cette question du recrutement. Est-ce que c'est toujours aussi facile aujourd'hui de recruter ou est-ce que c'est plus facile, moins facile qu'à l'époque? Est-ce qu'il y a eu aussi des changements par rapport à ça? Alors, là aussi, comme Laurence disait avant, au final, il n'y a pas la solution miracle du recrutement. De nouveau, c'est chaque village, une solution peut fonctionner dans un village, et puis même le village d'à côté, c'est complètement différent. Donc c'est vraiment, nous, avec la société cantonale et l'association des jeunes musiciens, on donne des pistes, mais après, chaque société, chaque village doit tester un peu, puis voir ce qui fonctionne. Certains endroits, un recrutement dans les écoles, ça fonctionne très bien, et puis parfois ça ne fonctionne pas, et puis c'est des prestations villageoises, ou par exemple, là c'est peut-être un petit peu de publicité, mais la FGM, pour les 50 ans de notre association, on a sorti un jeu des familles, très avec joli, tous les instruments de musique, et puis qu'on a donné à chaque ensemble de jeunes. Et puis aussi, il y a des écoles certaines sociétés en passant des écoles, ont donné ce jeu des familles, et puis en fait, les jeunes, en jouant avec ce jeu, d'un coup, ils voyaient passer les instruments, et puis à force, ça leur dit « Ah ouais, ça me donne envie. » On a essayé d'essayer d'innover. C'est pour ça qu'il faut toujours, en fait, le truc, il faut innover. Je pense que c'est ce qui est le plus important actuellement. Il faut innover parce qu'on voit, comme le disait Laurence avant, dans les sociétés de village, il y a la différence d'il y a 20-30 ans en arrière, il y a beaucoup plus d'offres de loisirs. Donc, il faut, en fin de guillemets, se battre, il faut monter, il faut se vendre, en fait. Attractif, en tout cas. Oui, peut-être avant, il y avait le foot et puis la musique, donc au final, il n'y avait pas trop le choix. Le jeune, voilà, il rentrait. Sauf maintenant, c'est à nous d'aller chercher le jeune. Et puis justement, encore de plus en plus tôt, c'est pour ça que maintenant, des fois, il y a l'éveil musical à partir de 4 ans. Parce qu'au tout début, dans certaines sociétés où je connaissais, on commençait l'instrument qu'à partir de 7-8 ans. Et puis là, il a déjà commencé le foot, il a déjà commandé, et puis il ne va pas arrêter le foot. Donc maintenant, au final, c'est un peu presque, on guillemets, une bagarre que dès qu'il a 3-4 ans, on va vite les chercher avant le foot, mais c'est ça. Comme je dis, il faut se vendre, c'est plus maintenant, on n'attend plus, c'est à nous d'aller vers le jeune. C'est ça. Ça, c'est la grande différence. Et puis, avec la FGM, moi, quand j'ai repris la présidence en 2015, j'ai reçu de l'ancienne présidente 15 000 classeurs. Enfin non, mais il y avait, je pense, 30 classeurs. Et puis moi, je les ai tous scannés, numérisés. Et je lisais les PV des assemblées. Et en 1980-1985, on parlait déjà des problèmes d'effectifs, d'avenir, des sociétés. Donc, en lisant ça, je me disais, mais en fait, si je ne savais pas, je me disais, en lisant ça en 1985, tu dis, dans 5 ans, il n'y a plus de société de musique. Mais au final, ça a évolué. Alors, comme Michel disait avant, il y a eu des bas, des hauts, des bas. Il y a des sociétés, il y a 30 ans en arrière, on a dit, dans 2 ans, elles sont mortes. Et puis au final, maintenant, ça repart. Et inversement, c'est vraiment... Donc voilà. Est-ce qu'il a fallu, par contre, aussi avec les nouvelles habitudes des jeunes ou autres, adapter certaines choses, que ce soit le répertoire, les formats, ou bien aussi un peu des formes, la forme associative? Est-ce qu'elle a aussi ses limites par rapport à ça? Je ne sais pas. Alors, je dirais que oui. Moi qui dirige une société, je le vois très bien, où justement la moyenne d'âge est très très basse. Sur 30 musiciens, j'en ai 18 qui ont moins de 25 ans, et puis dans les moins de 30 ans, je crois que j'arrive à presque 22 ou 23 musiciens. Et je me rends compte, oui, il faut adapter. Déjà, les répétitions, auparavant, c'était 2 répètes par semaine. Ça, maintenant, c'est quasi plus possible. Un jeune n'a plus, entre guillemets, le temps de faire 2 répètes par semaine. Et puis surtout aussi, la vie professionnelle à côté, ou bien l'école a changé. Et ça, je vois dans ma société, des fois, c'est difficile pour les plus anciens de comprendre que tout d'un coup, en mois de mai, juin ou bien en janvier, le jeune a des examens et puis tout d'un coup, il ne vient pas en répétition. Parce que pour le plus âgé, le mardi soir, c'est répète, il n'y a pas de discussion, c'est répète. Mais par contre, le jeune, tout d'un coup, justement, je m'adapte un peu à eux parce que tout d'un coup, ils ont un examen le lendemain. Moi, c'est ce que je dis aussi, j'essaie d'expliquer des fois aux plus anciens, je dis, c'est pas la fanfare qui va offrir un salaire aux jeunes. Donc, je peux comprendre que sa vie professionnelle passe avant la société. Bien sûr. Mais inversement, en faisant des petits efforts comme ça, tout d'un coup, le jeune, des fois, ça lui est arrivé, il m'a dit, je ne peux pas venir ce soir, il faut que je répète pour l'école. Et puis tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il a bien avancé. Puis parce que moi, j'ai été ouvert,
tout d'un coup, il a dit je vais aussi faire un effort. Puis tout d'un coup, il se pointe au local de répétition. Il faut aller les chercher, il faut les garder. Voilà. C'est ça. Le noyau, ça va, mais c'est autour. Oui. Et il y a des exigences qui passent et d'autres qui ne passent pas. De faire, la semaine prochaine, on va faire 2 répétitions, puis on va se voir samedi, poulala. Mais si l'entraîneur de Gauthieron annonce aux juniors, la semaine prochaine, on fait un entraînement tous les jours, ils sont tous les jours tous là. Il y a des engouements, ils rêvent tous d'avoir le maillot au sommet de la patinoire, puis il n'y en aura peut-être pas un, mais il y a un engagement et la découverte aussi que la musique, je vois ça, je joue du Corps des Alpes. Puis il y a beaucoup de gens dans une presse, je peux essayer. Alors, avant le Covid, on disait oui, maintenant on est plus prudent. Alors ils essayent. Ouh là là, moi je ne savais pas que c'était comme ça difficile. Je pensais, je me mets derrière, et hop, je joue le rang des vaches. Ben non. Donc, pour l'enfant qui découvre, il y a le plaisir de découvrir un instrument, mais après, le mot est un peu péjoratif, mais il y a la contrainte. Oui. Il faut le travailler et en musique, il faut toujours tout recommencer. Oui. Je pars en vacances fin juin, les répètes reprennent début septembre, je dois me remettre. Pendant 2 mois, j'ai mes muscles qui ont complètement flanché. Et plus on avance en âge, plus il faut se préparer longtemps pour espérer jouer presque aussi bien. Parce que bien évidemment, la musculature change, la dentition change, et il n'y a pas de miracle. De temps en temps, évidemment, il y en a un qui a moins besoin de travailler, mais à long terme, il devra travailler. Et ça peut avoir, par rapport aux loisirs, etc., un côté ingrat. Oui, ça c'est vrai. Jouer qu'à la répétition, c'est un peu court. Dans certains ensembles, ce n'est pas possible. La difficulté du répertoire, mais surtout la forme. Si possible, tenir le temps de la répète et du concert, il faut quand même un minimum d'entraînement. En plus, trouver la beauté du son, etc. Alors une fois qu'on y est, c'est très valorisant. Une fois qu'on est bien dedans, qu'on joue son rôle, ça a quelque chose de valorisant. Je suis des vôtres. Mais il faut l'entretenir tout le temps et tout le temps et tout le temps et tout le temps. Cette question de la formation, elle est quand même essentielle, mais c'est quoi aussi les perspectives pour une personne qui commence, qui fait ça, le lien avec les écoles de musique, le lien aussi avec le conservatoire, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et puis dire, est-ce qu'il y a quand même, comme à Gauthieron, il y a une carrière à imaginer peut-être quand on est jeune Des fois, on a des jeunes qui arrivent et puis dans la société, il y a des excellents musiciens qui disent « Ah, mais moi, je veux jouer comme lui ». Et puis, du coup, ça les motive et ils s'encouragent. Et puis, après aussi, par la formation, les sociétés collaborent énormément avec le conservatoire et ça, c'est une chance qu'on a. Vraiment, il faut quand même savoir qu'un quart des élèves, toutes disciplines confondues au niveau du conservatoire, proviennent des sociétés de musique. Il y a 8 ans de sociétés qui collaborent avec le conservatoire sur les 92. Alors, c'est un coût. Et on a le soutien des communes. Oui, voilà, c'est aussi pour ça qu'on encourage les jeunes en formation à passer par le biais du conservatoire, parce que pour les parents, c'est aussi plus avantageux, et pour les sociétés. Donc oui, il y a ce conservatoire qui est vraiment, mais je pense que si on n'avait pas eu le conservatoire, moi je ne sais pas si on en serait là avec nos sociétés de musique. À l'époque, c'était le bon musicien de la société qui disait « Ah viens », ils disaient dans leur cuisine, « je t'apprends à monter la gamme, tu sais monter la gamme, c'est bon, tu peux venir jouer dans la fanfare ». On est loin de ça maintenant, et heureusement. Mais pourquoi? Parce que les répertoires ont évolué, parce que le niveau a augmenté, le niveau des sociétés. Quand on parle de répertoire qui a évolué, c'est qu'on ne joue plus forcément que des marches et des polkas, et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'on a justement un répertoire qui plaît en principe à tous les musiciens. Enfin, ça arrive qu'il y ait une pièce qu'on aime moins, mais je pense qu'on doit aussi avoir un répertoire qui plaît au public. Et ça, on y revient, heureusement. Mais il y a eu une période où les sociétés jouaient des pièces pour elles, et pas pour le public, puis le public qui allait au concert disait « Oh,
fallait s'accrocher. Hein. Et heureusement, les sociétés ont compris qu'il ne fallait pas trop faire ça. Alors on a le droit de se faire plaisir sur scène en jouant peut-être des pièces particulières et puis peut-être qu'on va les réserver plus pour les fêtes cantonales où il y a un jury ou un giron. Mais quand on est en concert, on doit faire plaisir au public et adapter son répertoire. Mais du coup, j'ai complètement dévié de la formation. Non, c'est tout. Mais par rapport à cette formation, voilà, le conservatoire, les écoles de musique. Et juste aussi un élément, quand on parlait qu'est-ce qui peut attirer les jeunes, tu l'as relevé, les familles, oui, nos sociétés sont en grande partie, regroupent en grande partie des familles, parce que le papa fait de la musique, donc l'enfant fait le grand-papa. Ça, je pense que c'est vraiment un élément qu'on constate dans toutes les sociétés. Vraiment, ou alors c'est le cousin, enfin. Mais à part ça, c'est un élément hyper important. Parce que si on n'avait pas les familles, puis on a intérêt que ça ne se chiffonne pas trop entre familles dans la société, là aussi, l'avenir des sociétés, à mon avis, il serait en danger. Ouais. Non, il y a toujours cette question du lien social hein, oui, qui est au cœur de tout ça, j'ai l'impression. C'est très intéressant. Non, mais il est très, très fort, et peut-être qu'on ne le met pas, si on a parfois, je ne sais pas. C'est d'autant plus étonnant, parce que si on prend l'exemple inverse, j'ai habité Villars-sur-Glâne, il n'y a jamais eu d'ensemble musical à Villars. Je ne parle pas de l'orchestre, hein, mais il n'y a jamais eu de fanfare à Villars-sur-Glâne, jamais. Quand on est arrivé, mes parents se sont établis à Villars-sur-Glâne en 1951, je suis né en 1952. Papa venait de la fanfare de Corpato et de la société de chant de Corpato, il n'y avait pas de chœur mixte à l'époque. Il arrive à Villars-sur-Glâne, pas de fanfare. C'est quoi ce village? Alors il a tout de suite adhéré à la société de chant qui a arrêté de fonctionner en 19, je crois, pour son 100e anniversaire. Ils ont fait un dernier concert et ils ont arrêté parce que c'était un chœur d'hommes, ce qui n'est pas évident du point de vue de l'effectif. Et puis ils ont négligé le recrutement. Et puis fanfare, par hasard, par un copain, mon père était menuisier, un copain d'atelier, il s'est présenté à la Concordia, puis ils l'ont accepté. Et puis, 2 fois par semaine, depuis Villars-sur-Glâne, à vélo, à la répétition. Mais ce n'était pas le seul. Hein. Et il y avait pas mal de musiciens qui habitaient Villars-sur-Glâne, Givisiez, et il n'y a jamais eu de fanfare dans ces deux villages. Et ils n'ont pas eu l'idée, tiens, on en fait une ici. Ça nous évite de courir en ville. Parce qu'il y avait, je connaissais des musiciens de l'Union instrumentale, la Landwehr, de la Concordia, pas le souvenir de quelqu'un qui ait joué à la lyre, musique ouvrière, mais en tout cas de ces trois-là. Puis s'il y avait un collégien, ce qui était beaucoup plus rare qu'aujourd'hui, il était à la fanfare du collège. Mais ça n'a pas donné non plus naissance à une fanfare. À Givisiez non plus d'ailleurs. Avant qu'on termine, je voulais vous poser des questions aussi un peu par rapport à l'avenir, par rapport à cette question du placement de ces fanfares aussi. Il y a aussi aujourd'hui, on voit des fois des fusions, des choses comme ça qui se passent. Est-ce que c'est une nouvelle tendance? Est-ce qu'on va là-dedans? Qu'est-ce que ça implique aussi un petit peu? Et puis, je voulais aussi vous poser la question un petit peu, mais où est-ce que vous voyez un petit peu ce domaine dans les 10, 20 prochaines années? Est-ce qu'on peut déjà aussi faire une perspective? Est-ce que les problématiques resteront plus ou moins les mêmes et seront un peu ressassées, comme on le voit, ce qui s'est déjà fait aussi un peu dans le passé? Je ne sais pas si vous avez quelque chose par rapport à ça à me donner. L'avenir, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Fabien quand il lisait les PV, puis que ça avait l'air de dire que dans 5 ans, il n'y aurait plus de société. Non, moi je pense que l'avenir des sociétés est bon. Mais aussi, pour revenir sur les fusions, il y a quelques sociétés qui sont un peu en souffrance, mais qui ont l'intelligence de se mettre ensemble. Ce qui est, je pense, quelque chose, il y a 30, 40 ans en arrière, était impensable. Il y avait une espèce de rivalité quand même entre les sociétés. Et ce qui a plu maintenant, parce que maintenant on peut parler d'amitié, s'il y a une rivalité, elle est saine. Et puis elle est importante, par exemple, aux fêtes cantonales. Puis c'est un petit plus, mais il n'y a plus cette rivalité d'esprit de clocher, on va dire. Donc les sociétés qui sont un peu en souffrance, elles ont cette intelligence de dire mais on veut continuer, aussi parfois parce qu'elles ont aussi des jeunes derrière. Et elles pensent à ces jeunes, elles disent on ne peut pas les lâcher. Donc elles unissent leurs forces. Et puis c'est que du positif, quoi. C'est que ça peut être que positif. Bien sûr. Pour moi, voilà. Si ça leur permet de survivre, c'est l'essentiel. Et puis de créer d'autres liens, et puis de se redévelopper. Il y a une société, c'était
c'était deux sociétés qui se sont mises ensemble, puis maintenant elles se sont reséparées. D'accord. Ouais. Parce que c'est aussi chouette de se dire, on a cette possibilité-là de se mettre ensemble, parce qu'on est les deux pas très bien en ce moment, puis peut-être que quand ça ira mieux, on pourra de nouveau se séparer. Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose de super important, et ce qui va faire perdurer nos sociétés. On en a quand même 92 dans le Est-ce qu'il y canton. a des nouveaux ensembles aussi qui sortent des fois de terre comme ça? Alors, non. Non, puis je pense pas que je vivrai ça en tant que président cantonal. Dans les fanfares de village. Non, il y a non. des ensembles Voilà. Oui, Oh, alors sûr. ça, oui, Mais des pas dans ensembles. les Non, villages. mais les fanfares proprement dites, il n'y en a pas qui vont se créer dans les années à venir. Déjà, maintenir celles qu'on a, et puis, voilà, par ces fusions en cas de besoin. Mais moi, je vois l'avenir de manière très sereine et positive, en tout cas. Oui. Pour l'historien, c'est un étonnement de voir à quel point ça tient. Parce qu'il y a eu un moment de grand doute. Ouais. Parce qu'on évoque maintenant les loisirs actuels, mais ça fait un moment qu'on se dit la télévision ou autre, ça va concurrencer, etc. Ben non, les fanfares, c'est pas un concours, mais elles ont mieux tenu que les clubs de faute. Il y a plus de fusion dans les clubs de faute que dans les fanfares. Les clubs de faute ont eu des trous. Il suffit d'une relégation, et puis hop, ça se désintègre plus vite. Tandis que si une fanfare, voilà, elle est un petit peu en difficulté, la prochaine fête, on va en troisième, c'est bon. Aussi. Si on fait une bonne prestation en troisième, c'est bon. Oui. De ne pas dire, on va s'y aller. J'ai donné des coups de main à la fanfare de Côte-Pato quand c'était Christopher Jones qui dirigeait. Ils étaient en première catégorie, mais ça tenait à un cheveu. Hein. Je suis bien placé pour le dire. Il ne fallait pas un dièse de plus, quoi. Mais ça passait. Et puis, il a arrêté. Puis le directeur suivant n'a pas eu la même énergie, il n'a pas fait la même chose, etc. Et ils ont dit, bon, on ne peut plus tenir en première. Donc, autant être bon en troisième que se faire ridiculiser en première. Dans ce sens-là, la relégation est moins négative, si on veut, parce que c'est une décision de la société. Tandis que perdre les matchs contre la relégation, c'est dur. Ou plus difficile. Ouais. Il y a aussi, je pense, dans les sociétés de musique, il y a moins comme en fois des transferts ou autres. C'est ça aussi. Oui. On est plus rattaché à notre ensemble. Et moi, j'ai beaucoup de musiciens où je dirige. Ils n'habitent plus dans le village, mais ils viennent encore jouer dans leur société parce que c'est leur société d'origine. Et j'ai l'impression, peut-être dans le foot, c'est moins. Il y a plus dans le sport, il y a beaucoup plus de transferts. Déjà même en deuxième ligue, ils se volent les joueurs, ils vont les chercher, ils les payent. Il y a ça. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Après, on se prête aussi les musiciens en cas de besoin. Alors, c'est vrai qu'il y a des musiciens qui vont donner un coup de main à droite, à gauche. Et puis ça aussi, c'est autre chose. Et puis c'est aussi super bénéfique, quoi. Et puis c'est là que, pour revenir à cette fameuse rivalité qui a peut-être existé, c'est de voir que finalement, elle n'existe plus, puis que moi, je vais donner un coup de main là-bas, ils ont besoin de moi. Puis ça, c'est génial. Vous avez connu Gérard Desclous? Oui. Alors lui était partisan d'une modification qui n'a pas été acceptée. Il disait, il faudrait que toutes les fanfares aient le Bredzon, je n'aurais pas besoin de me changer. Lui, il jouait à beaucoup d'endroits. Il jouait dans beaucoup de fanfares. Oui, c'est vrai. Il jouait la basse, il est décédé il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps, c'est vrai. Là, le fait d'aller donner un coup de main était toujours réciproquement positif. Oui, bien sûr. Oui. On se rend compte après coup, il y a une autre façon de diriger, une autre façon de jouer, une autre façon de travailler, c'est toujours formateur. Bien sûr. Tandis que on entend souvent, et à juste titre, voilà, il y a eu telle fête, on est allé dans telle catégorie, mais c'était nous. On ne va pas au dernier moment chercher à l'orchestre de Berne ou je ne sais pas où pour surjouer, et puis les gens disent « Ah là, qu'est-ce qu'il joue bien ?» Prestation suivante, « Ah ben il joue comme ça, moi je croyais qu'il jouait bien mieux que ça. » Et c'est vraiment comme ça que cette fanfare joue ce jour-là, avec les moyens du bord. Et puis moi je suis toujours estomaqué de voir, encore une fois, l'engouement qui perdure pour les fanfares, malgré tout ce qui a changé autour.
Est-ce qu'il y a une tendance qui va aussi vers plus de professionnalisation dans le domaine? Est-ce qu'il y a quand même cet effet aussi de dire, ben voilà, ou bien c'est même pas forcément Non, je une crois question? Pas dans les Ouais. fanfares. Ouais. Non, c'est vraiment un milieu amateur. Je dirais que la Concordia, elle est un peu spéciale, c'est pas la seule. Il y a des musiciens professionnels, mais qui font partie de la fanfare, Alors, c'est ça, qui ils ont sont pas joué payés dans la pour fanfare être des là. cadets, Oui. qui sont devenus professionnels et qui ont dit, bon, un corniste qui joue à Berne, Ouais. ah non, moi je reste à la Mais oui, Concordia. oui. Alors, Oui, il y en a dans bien quelques sociétés. Ouais. C'est-à-dire ils sont restés fidèles. Oui, C'est oui. pas la société qui est allée les chercher pour se renforcer. Alors tant mieux. Ouais. Ce qui a peut-être Évidemment. un peu changé, c'est justement au niveau des directeurs, où maintenant il y a de plus en plus de directeurs qui sont mieux formés, qui sont justement, il y a des directeurs amateurs et des directeurs professionnels, mais l'échange, enfin la collaboration se passe très bien. Oui, Ouais, oui, voilà. tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'il y a peut-être 15-20 ans en arrière, il n'y a quasi pas de directeur, Non. où c'était leur métier. Ouais. Après, il y a... La cantonale a joué un grand rôle pour la formation des musiciens, pour la formation des directeurs, ouais. ce qui n'allait pas de soi. Ouais. Et puis également dans l'évolution positive du répertoire. Qu'est-ce qu'elle a dû batailler dans les années 20, 30 pour enlever des ouvertures qui n'avaient d'ouverture que le nom, ouverture de je ne sais pas quel compositeur. Oui. Je donne une petite anecdote. Mon père était très fier d'avoir joué à la fête cantonale d'Estavayer en 1950 l'ouverture des Vêpres siciliennes de Giuseppe Verdi, avec la fanfare de Corpatto, 4e division. Wow. 1970, par là, on offre un tourne-disque à mon père. Il nous avait tellement cassé les pompes avec ses... On a acheté l'ouverture des Vêpres siciliennes et d'autres œuvres par l'orchestre de Berlin, Karajan, Deutsche Grammophon. On lui passe ça. Il n'a pas reconnu le morceau. Et puis, on le lui repasse. Mais écoute, fais un effort. Toi, tu y étais, pas nous. Puis, fin du... Mais Dieu sait ce qu'on a joué. Ça devait être Charles-Henri Beauvais, si vous l'avez connu, qui dirigeait la fanfare du collège, qui est décédé il y a un moment maintenant. Lui disait, ce n'est pas des arrangements, c'est des dérangements. Ouais. Alors ça, c'est grâce à la cantonale, d'avoir tout fait pour que les fanfares choisissent mieux, qu'elles soient mieux formées pour aborder, et puis pour déclasser les œuvres, ce qui n'allait pas de soi. On peut dire, c'est facile, telle œuvre, on la déclasse. Ah ben, il faut affronter la réaction des fanfares. Nous, on voulait jouer celui-là. Ah ben non, alors désormais, il est en 3e. Si vous voulez jouer en 3e, allez-y. C'est même au niveau suisse. Ouais. Nous, on n'a pas tellement d'autres mots à dire. Hein. Mais alors après, je pense qu'ils ont mis l'accent sur cette classification, et effectivement. Les jurés, de plus en plus, maintenant c'est évident, mais de plus en plus souvent reconnaissent dans les fêtes cantonales que le répertoire s'améliore. Ça veut dire... Alors, il faut dire aussi qu'il y avait peu de pièces originales. Oui. Un compositeur ne va pas composer pour une fanfare. Et puis, certaines petites marches n'étaient peut-être pas fameuses. Là, il y a eu vraiment un enrichissement du répertoire dans lequel la cantonale a joué un grand rôle. Ben, les commandes pour les fêtes, puis après, si tout va bien, ben, la pièce va entrer dans le répertoire. Oui. Et encore une fois, si elle est très moderne, elles sont pas tellement jouées, on va la faire parce que c'est le morceau à poser, mais on n'ira pas plus loin. Mais ça, alors, justement, si je peux faire un lien, pour la fête cantonale de l'année dernière, donc à Bulle, donc Grützig 2025, on a eu, dans la recherche et la demande de composition, ce souci-là de dire, on aimerait que ce soit des pièces qui soient rejouées, déjà pour le compositeur, et puis qui plaisent au public quand ils viennent écouter. Le public qui va venir écouter toutes les 2e divisions, il va dire, ah ouais, elle est chouette. Et peut-être pas toutes, mais en tout cas certaines, à mon avis, c'est des pièces qui vont être rejouées parce que les compositeurs ont vraiment respecté cette demande. Et puis je pense qu'on doit vraiment aller dans ce sens-là, parce qu'une pièce qui est jouée que pour une cantonale, moi je trouve quand même un peu dommage le prix qu'on la paye. Et qui a quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire ces pièces, disons contemporaines, peuvent être extrêmement difficiles. Et le public, il n'aime pas trop. Non. Au fond, je crois que les musiciens, pas trop non plus. Que ça. Mais l'effort d'ouverture, etc., ne paye pas. Non, en plus. En plus. Autant alors avoir quelque chose de plus mélodique, peut-être.
avec Bernard Chenot, on a joué beaucoup de Jean d'Ettevillers, qui associait très bien un côté un peu moderne, mais avec ce fond valaisan. Ah oui. On entendait fifre et tambour derrière. Ah ouais, Et ça passait, on les reprenait une, deux, trois fois. Ouais. Au départ, certaines de ces pièces étaient pour la fête cantonale du Valais ou je ne sais pas quoi. Et puis, je ne sais pas si on les joue encore. Suvorov, Tansonetenserin, je ne sais pas. Mais elles étaient entrées dans les mœurs, tout de suite. Ouais. Ah ouais. Ça, c'était aussi le talent de Jean d'Ettevillers. Ah oui, c'est sûr. Encore d'autres choses à partager par rapport à cet avenir. En tout cas, il m'a l'air assez radieux, il a l'air d'aller dans la continuité. Et puis, c'était un plaisir de partager tout ça avec vous. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose que vous aimeriez amener ou si on en reste là pour aujourd'hui. En tout cas, c'était un plaisir. Est-ce qu'il y a une question dans l'Assemblée? Oui, une question. Oui. Attends, je tends le micro, oui, c'est mieux. Moi, je me posais la question, qui prend les responsabilités de trouver des financements au sein des associations de fanfares? Et est-ce qu'il y a un épuisement? Est-ce que la relève, là aussi, dans ce domaine-là, prend ses responsabilités aussi de ce côté-là du financement? Enfin, moi, c'est un peu cette question-là que je me pose. Les sociétés ont un comité. Et en général, c'est le comité qui va pas mal œuvrer pour trouver ces fonds. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est aussi un devoir de chaque musicien de contribuer à chercher ces fonds, comme on dit, soit par une vente, soit quand on organise une fête des musiques, c'est clair que tout le monde est impliqué. Donc à la base, il y a une impulsion donnée par le comité, puis après c'est quand même le devoir de chacun. Donc oui, puis après il y a un essoufflement des fois des comités, parce que c'est du surplus de bénévolat, parce que c'est du temps passé encore en plus que les répétitions ou le travail de son instrument à la maison ou comme ça. Et oui, au bout d'un moment, on s'épuise. Enfin, c'est pas qu'on s'épuise, mais on a aussi donné. Il y en a beaucoup qui disent, oui, moi j'ai donné, mais c'est à juste titre qu'ils disent ça. Et puis là, c'est important d'avoir aussi une relève pour ces comités, pour faire perdurer aussi tout l'aspect organisationnel, on va dire, de la société. Et là, on revient aussi peut-être dans la partie innover, parce qu'il y a peut-être 10 ans, on ne devait pas faire des ventes de vin ou ventes de saucisses, de fondue. Et puis maintenant, chaque société innove. Tout d'un coup, il y en a un qui vend des saucisses. Et maintenant, j'ai même vu certains, ils font des calendriers de l'Avent avec les commerces locaux. Voilà, innover pour chercher des fonds. Oui. Parce que c'est vrai qu'avant, la traditionnelle, c'est traditionnelle vente de vin. Et puis, à force, la cave est pleine. Donc maintenant, vente de chocolat, vente, vraiment. Et puis, je pense qu'il y aura, d'ici quelques années, il y aura d'autres innovations pour attirer des fonds. C'est ça. Mais c'est le devoir de chacun, en fait, de chaque membre, finalement. Alors oui, il y a le comité qui va peut-être travailler un peu plus à ce niveau-là, mais c'est le devoir de chacun. Et puis ça, je pense que on pourrait dire que ça fait partie des mœurs d'une société. On sait que quand on fait partie d'une société, mais pas forcément une société de musique. Je pense que dans la vie associative, amateur et bénévole, on sait que ça fait partie que les membres s'investissent personnellement, mais aussi pour faire du financement, quoi. Ouais. Enfin, trouver du financement. Super. Bien innové, encore un petit peu pour l'avenir aussi, mais toujours un bel investissement. Merci infiniment à vous trois pour la participation à tout ça. C'était un plaisir, Fabien, Laurence, Michel, de vous avoir avec moi aujourd'hui. On se quitte là-dessus pour passer ensuite à la suite. Et puis, on se revoit, nous, demain pour une autre table ronde, cette fois sur l'histoire du chant choral dans le canton de Fribourg. Donc, on continue un petit peu sur la lancée, sur toute cette tradition aussi un peu plus lointaine, culturelle qu'on a dans le canton. Je me réjouis aussi d'enchaîner avec celle-là demain. Et merci encore une fois d'avoir été là. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Et puis, une bonne fin de journée. Grand plaisir. Merci.